Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Le week-end dernier à Brasilia, des milliers de manifestants d'extrême droite ont mis à sac les bâtiments institutionnels de la capitale, le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Les images sont choquantes, des scènes de chaos qui nous ont rappelé la prise du Capitole en janvier 2021. La démocratie brésilienne semble menacée et pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir en direct de Sao Paulo Muriel Acerraf, qui est notre représentante d'ADC au Brésil. Bonjour Muriel. Bonjour Anne-Sophie. Alors, première question déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ont été vécus les événements sur place? Quelle a été votre surprise et en particulier celle de la communauté juive au Brésil avec laquelle vous travaillez? Oui, bien sûr. Je crois que les deux mots qui résument probablement la façon dont les gens ont réagi, c'est le choc et l'incrédulité. L'incrédulité parce que je ne sais pas si vous connaissez Brasilia, mais cette place dont vous parlez, la Praça dos Três Poderes, donc du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, est une place très symbolique. Ce sont des immeubles architecturaux qui ont une vraie valeur historique, et de voir ces images de gens qui sont entrés et saccagés ces endroits qui contiennent par ailleurs des œuvres d'art, vous avez dû le lire, absolument magnifiques et d'une valeur inestimable, on arrivait à peine à y croire, c'est ça la vérité. Le choc aussi parce que ce sont des images d'une violence extrême, on les a vues dans d'autres pays, dans d'autres villes, malheureusement, vous le citiez, il y a quasiment exactement un an au Capitole, et on ne s'y habitue pas. Ce sont des images où les gens réellement expriment une violence terrible contre ces lieux aussi symboliques. Je parlerai pas de surprise parce que on est au Brésil depuis plus de 4 ans maintenant dans une société qui s'est polarisée terriblement avec l'élection d'abord de Bolsonaro et maintenant de Lula. D'un président qui a longtemps dit durant les élections, durant la campagne électorale, qu'il allait contester les résultats si jamais il ne les avait pas, si jamais il n'était pas élu. D'un président qui s'est quand même montré souvent prône à appeler à des actes de violence. Les manifestations en faveur de Bolsonaro au cours des années et pendant la campagne électorale ont été quand même souvent accompagnées d'exagération ou d'excès, disons, et d'un président, d'un ex-président Bolsonaro qui était quand même en faveur de la militarisation, etc. Donc, je dirais qu'on ne parlerait pas de surprise. Ce scénario, il a été évidemment étudié. Je pense que les forces de l'ordre et les forces de police notamment, qu'on a vu rester presque bras ballants ce jour-là, probablement avaient été mises au courant. L'incrédulité, ça a été justement de se demander pourquoi ils n'ont pas réagi et pourquoi ils n'ont pas été plus fermes dans leur réponse vis-à-vis des manifestants et vis-à-vis de cette violence. Vous avez dû lire les scénarios et les hypothèses sont nombreuses. Celle d'une possible connivence des pouvoirs de ce qu'on appelle la policia militaire, qui est la police militaire, qui a été historiquement très en faveur du bolsonarisme, bolsonarisme est une éventualité. Je ne pense pas qu'il y ait eu un manque de préparation de la part des forces de police. Je pense qu'il y a eu probablement plus une volonté de ne pas agir ou voire de contribuer à ce moment de déstabilisation du pouvoir, du nouveau pouvoir en place, qui est celui du président Lula, qui a été élu il y a 2 mois. Le choc qui vient aussi, je crois, de ces images qui étaient si contrastées avec les images qu'on a vues il y a 10 jours, qui étaient les images de l'inauguration du président Lula sur cette même place, sur ces mêmes enceintes, qui ont réellement montré la diversité du Brésil dans toute sa richesse, dans toutes ses couleurs, et qui ont été applaudis par le monde entier. Je crois qu'on l'a vu, y compris en France. Le président Macron a été un des premiers à appeler le président Lula pour le féliciter, etc. Donc je crois qu'il y a eu ce choc et cette incrédulité. Il n'y a pas forcément de surprise. Par ailleurs, la réaction de la communauté juive, je pense qu'elle est assez similaire finalement à ce qu'elle a été durant ces 4 années, qui est la communauté juive, elle a été très divisée pendant le mandat du président Bolsonaro. Elle a été divisée pourquoi? Parce que Bolsonaro a été un des premiers présidents brésiliens à vraiment ouvrir les voies d'une collaboration et d'une relation bilatérale proche avec Israël, ce qui est très nouveau au Brésil. Le gouvernement brésilien, historiquement, est un gouvernement de gauche qui a adopté sur le plan international, dans les organes internationaux et sur le plan bilatéral, des positions très pro-palestiniennes et très critiques à Israël. Le propre président Lula lui-même a été très critique et n'a pas toujours eu de très bonnes relations avec l'État d'Israël. Donc je crois que la communauté juive a à la fois
vu dans Bolsonaro la possibilité de se rapprocher d'Israël, et c'est quelque chose qui évidemment tient à cœur à cette communauté juive qui est très bien structurée, très bien établie, très reconnue, qui a des tonnes d'écoles, de magasins cachers, etc. Enfin, c'est vraiment c'est une très belle communauté juive. Président Bolsonaro a été le premier président à déclarer qu'il allait déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Il ne l'a finalement pas fait, mais il a ouvert un bureau de commerce à Jérusalem. Donc voilà, donc je crois qu'une partie de la communauté voyait ça comme quelque chose de positif. Une partie de la communauté, en revanche, voyait dans Bolsonaro quelqu'un qui ne représentait pas et n'incarnait pas les valeurs démocratiques auxquelles elles sont tellement attachées. Et je crois que donc ce qui s'est passé dimanche, évidemment, la communauté, les institutions de la communauté ont toutes condamné de façon tout à fait véhémente et générale. Mais pour ce qui est d'un soutien plus profond au président Lula, je crois qu'il existe encore cette division et que malheureusement, elle risque de perdurer. Merci beaucoup, Muriel, c'est très clair. Alors, notre deuxième question, c'est en lisant un peu les commentaires ces jours-ci dans la presse française, on a lu la désolation des Brésiliens qui ont vu avec l'élection de Lula il y a 2 mois une page se tourner, celle de l'ère Bolsonaro. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent vraiment par là? On sait Bolsonaro est un adepte des théories du complot et des campagnes de désinformation. Alors, quelle empreinte est-ce qu'il a laissé sur la société et sur la démocratie brésilienne? Anne-Sophie, je crois que le parallèle que vous avez fait au début de notre entretien, au début de cette interview, qui est le parallèle avec le Capitole, avec l'invasion du Capitole, est tout à fait pertinent. Parce que je crois qu'un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis, le départ de Bolsonaro ne signifie pas la fin du bolsonarisme. Je ne sais pas exactement comment on dit en français, parce que je le dis en portugais, mais clairement, il y a un mouvement de droite qui s'est ancré dans les mentalités, dans les pratiques ici au Brésil, et qui probablement est là pour durer. On l'a vu, au niveau des résultats de l'élection présidentielle. Lula n'a gagné que par une marge très mineure, enfin par une petite marge, ces élections-là. Ça a été vraiment une élection très divisée. Le congrès dont président Lula hérite, est un congrès qui est très favorable à Bolsonaro. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le parti de Bolsonaro qui est représenté, mais il y a énormément de représentants de droite ou de partis, disons, qui ont des amitiés, enfin des soutiens à Bolsonaro ou au bolsonarisme, aux idéaux du bolsonarisme. Et je crois qu'il existe encore dans la population brésilienne, c'est dur de faire des généralités, mais des gens qui n'ont pas envie d'un retour au pouvoir du parti travailliste, qui est le parti de Lula, et qui sont donc prêts à voter pour quelqu'un dont ils savent qu'il a probablement certains défauts, mais qui préfèrent ça à un retour au pouvoir du parti travailliste. Je pense que c'est aussi intéressant de rappeler que le parti de Bolsonaro, il se forme et je crois qu'il évolue aussi en fonction de ce dont vous parliez à l'instant, qui sont ces espèces de tendances globales de conspiration de la théorie, de partis de droite, d'idées antidémocratiques, de cette espèce d'idéal de retour à une société complètement idéalisée, conservative, etc. Donc, je pense que la société brésilienne aujourd'hui, elle est très divisée, elle est polarisée, mais je ne suis pas sûre que les gens sachent exactement où ils se retrouvent dans les partis qui leur sont proposés, parce que certains vont suivre la tendance de Bolsonaro parce qu'ils sont en faveur, par exemple, de l'agenda économique, qui est un agenda plus libéral, des partis de Bolsonaro, enfin des partis de tendance bolsonariste, disons, alors que d'autres vont être plus en faveur d'un gouvernement Lula parce qu'ils voient dans Lula le représentant de quelqu'un qui va vraiment honorer les valeurs démocratiques de diversité, de soins des minorités, de soins aussi de tout l'agenda environnemental qui est si cher au Brésil étant donné l'Amazonie, etc. etc. Donc, je pense que voilà, une société polarisée, une société qui aussi s'influence par ces mouvements globaux, on l'a vu, y compris dimanche. Je crois que, je ne saurais pas vous donner tous les détails, mais je sais que certains conspirationnistes américains ont posté en même temps, juste avant, juste après, au moment de ces violences à Brasilia, il y a eu une résonance réellement internationale qui a été trouvée auprès de certains membres de ces mouvements, disons, de droite antidémocratiques.
Bien sûr, c'est vrai que c'est des mouvements, enfin, l'adhésion aux théories du complot qui transcendent un peu les partis, mais qui nourrissent ce sentiment un peu anti-système qu'on retrouve dans dans les sociétés européennes aussi, aux États-Unis, et Exactement. ouais, qui nourrissent le populisme. Ouais, merci beaucoup. Alors, notre dernière question. Donc, depuis ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu plusieurs camps bolsonaristes qui rejettent toujours la victoire de Lula qui ont été démantelés. Il y a plus de 1500 militants d'extrême droite qui ont été arrêtés. Alors, la dernière question, c'est quels sont finalement les garde-fous au Brésil, de la démocratie brésilienne, pour empêcher que ce type d'événement ne se reproduise à l'avenir, au sein des institutions, bien sûr, mais aussi au niveau de la société civile, comment est-ce qu'elle s'organise face à tout ça? Alors, je pense que c'est une très bonne question parce que je crois on l'a dit, et c'est probablement vrai, que la démocratie a été attaquée dimanche. Je ne sais pas si la démocratie était en danger dimanche. Je crois qu'elle a été attaquée, mais je crois et j'espère et je suis confiante dans la capacité de résilience de la démocratie brésilienne qui a montré, y compris au cours de ces 4 dernières années, à quel point elle était solide, qui a montré au cours de cette campagne électorale à quel point elle était solide, parce qu'on a eu affaire quand même à un candidat qui a fait usage beaucoup de son rôle de président, de son pouvoir exécutif pour faire campagne et user de stratagèmes qui étaient parfois complètement antidémocratiques. Et je crois que la force de la démocratie brésilienne, ça a été de faire gagner ces élections dans un processus complètement démocratique. Ça a été reconnu par les observateurs du monde entier. Je citerai, mais bon, c'est vraiment une analyse complètement personnelle, je citerai 3 éléments qui ont contribué à ça. Je crois que le rôle, ça a été beaucoup écrit et analysé, le rôle de la Cour suprême, ce qu'on appelle le STF ici, a été fondamental pendant tout le mandat de président Bolsonaro. Il a été, si vous voulez, vraiment la première et la dernière et l'ultime point de résistance. Donc, il a démonté des décrets les uns après les autres, des dizaines et des dizaines et des dizaines de décrets qu'il jugeait être anticonstitutionnels. J'ai eu la chance, grâce à l'AJC, de voyager avec un certain nombre de ces juges de la Cour suprême, qui sont des gens qui sont hautement qualifiés, hautement compétents et absolument entièrement dévoués à faire vaincre les principes démocratiques dans leur pays. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, je ne suis pas la seule à le dire, mais qui, moi, personnellement, me rassure beaucoup. Le Brésil a une société, donc ça, ce serait mon deuxième point, le Brésil a une société civile très vibrante, très riche, très dynamique, très diverse. Elle a la chance, je crois, d'avoir lu aussi les événements qui sont déroulés aux États-Unis un peu avant. Donc, je crois qu'il y a énormément de coopération entre la société civile brésilienne et la société civile américaine, pas seulement, mais c'est une société civile qui, globalement, est assez bien ancrée régionalement et internationalement avec des partenaires à l'étranger. Et je crois que la lecture de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'élection de Trump, puis l'élection de Joseph Biden, puis la prise du Capitole, ont servi de leçon aussi à la société civile. Donc, elle s'est beaucoup préparée pendant les mois qui ont précédé les élections pour s'entraider, converser, faire face à toutes les possibles stratagèmes justement de fragilisation des processus démocratiques. Et troisièmement, je dirais que peut-être, dans une moindre mesure, mais la communauté internationale, je crois aussi, a joué un rôle. C'est-à-dire que je crois que à la seconde où les résultats ont été annoncé les élections, de nombreux chefs d'État d'Amérique latine, d'Europe, des États-Unis, d'Asie, etc., ont manifesté leur soutien au nouveau président élu. Dimanche, à nouveau, on l'a vu, ça a été une déferlante de commentaires de la communauté internationale pour dénoncer ces attaques à la démocratie. Et je crois que le Brésil est en train de revenir sur l'agenda global comme un acteur qui compte et qui n'a pas envie d'être vu comme une république bananière. Et donc, je pense que ce regard et ce rôle de la communauté internationale, il joue aussi un rôle en miroir de finalement garantir ces processus démocratiques. Merci beaucoup de ton temps, Muriel, pour ton éclairage. C'était vraiment passionnant. Tant mieux, merci encore. à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne soirée.